une nationalité chinoise, comme l'atteste le drapeau à l'avant. Vous le voyez ici à taille réelle. Il a une masse de 240 kg et il possède 6 roues motrices qui va lui permettre de se déplacer à une vitesse hallucinante de 3 mètres par minute. Alors dites-vous que celui-là il se déplace encore plus vite que le vrai. Mais avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'un rover? Un rover, c'est un robot qui possède des roues et qui roule. Alors qu'un robot qui reste fixe au sol, on appelle ça un lander. Nous aurons un 6 roues motrices qui va lui permettre de les orienter, car il a également 6 roues directrices. Donc regardez ici, il peut les orienter pour pouvoir par exemple pivoter à droite comme à gauche. Et ça c'est assez pratique pour manœuvrer et éviter les différents obstacles qu'il va rencontrer sur son chemin. Il peut également les orienter pour tourner à droite comme à gauche. Vous voyez, à l'avant du véhicule, on peut remarquer ces différents instruments scientifiques. Alors vous voyez ces antennes avec les pointes rouges et ces blocs dorés. Ça, ce sont des radars de sous-sol qui vont cartographier le sous-sol jusqu'à 100 mètres de profondeur. Il peut analyser la roche également, mais à distance, à l'aide d'un laser géologique, juste ici. Ça, c'est une station météo. Vous avez un mât avec des caméras pour réaliser des photos de son environnement. Et voici l'antenne pour communiquer avec la Terre. Alors pour faire fonctionner tout ceci, pour qu'il se déplace et qu'il travaille, il lui faut de l'électricité. Et il a une autonomie électrique grâce à des batteries qui sont situées dans son corps. Il va avoir quelques heures d'autonomie. Et au bout d'un moment donné, elles seront totalement déchargées, ces batteries. Et à ce moment-là, le rover, il va s'arrêter. Et pour recharger les batteries, les Chinois ont opté pour des panneaux solaires qui vont se déployer automatiquement. Il n'y a ni Romain ni moi sur Mars pour le faire. Mars est un peu plus éloigné du Soleil par rapport à la Terre. C'est pour ça que la superficie est assez conséquente, qui va permettre donc de capter l'énergie solaire et de la convertir en énergie électrique. Alors ici, vous voyez sur le terrain martien, on a essayé de représenter le plus fidèlement possible cet environnement. Mars est un environnement hostile et désertique. Et il y a un élément du décor ici qu'on n'a pas pu représenter et qui est très présent sur Mars. C'est son atmosphère. Et il faut savoir que dans cette atmosphère, il y a énormément de poussière en suspension. Et cette poussière va tomber au sol. Et donc forcément, lorsque ça va retomber, ça va recouvrir les panneaux solaires. Alors, en réalité, là, je le joue en accéléré, puisque ça prend plusieurs mois, voire des années, afin que la poussière s'accumule. Et du coup, ça, c'est pas le mieux pour pouvoir recharger les batteries. Mais il faut savoir que sur Mars, il y a du vent également. Si vous tendez l'oreille, ce que vous entendez en ce moment, c'est un enregistrement de vent martien fait par un rover à 20 km/h. Le vent le plus puissant qui a été enregistré sur Mars était de 110 km/h. 110 km/h sur Terre, c'est une véritable tempête. Alors, est-ce que le vent martien pourrait dépoussiérer les panneaux? Car les Chinois n'ont pas mis de technologie pour le faire. Eh bien, on vous propose une petite expérience. Car maintenant, nous allons vous projeter une véritable tempête martienne à 100 km/h. Bon, je vois que tout se passe bien. Vous voyez, une tempête martienne, au final, ça vous soulève à peine les cheveux. Ça vous fait du bien. Ça veut dire que tous les films hollywoodiens où on voit des astronautes seuls sur Mars qui se battent contre de véritables tempêtes martiennes, et dans Hollywood nous ment. Car là, vous ressentez le vent le plus puissant sur Mars. Et vous voyez que c'est une brise, comme une brise sur Terre. Alors pour ceux qui n'auraient pas ressenti ce vent le plus puissant, vous pouvez le reproduire vous-même. Juste en levant la main de cette manière, votre bras, soulevez la main et soufflez de toutes vos forces de la main. Et ça, c'est un vent à 110 km. Alors comment ça se fait qu'un vent sur Mars est moins puissant que sur Terre? Eh bien, il faut savoir que le vent, c'est de l'air qui se déplace.
Et sur Mars, il y a tout simplement moins d'air. Et vu qu'il y a moins d'air, le vent sera 7 fois moins puissant sur Mars que sur Terre. Ce qui veut dire que même le vent le plus puissant ne pourra pas vraiment dépoussiérer ces panneaux solaires. Alors, le sable va continuer à s'accumuler. Et au bout d'un moment donné, tous les panneaux solaires seront recouverts. Et à ce moment-là, Zhurong cessera de fonctionner, car elle ne pourra plus recharger les batteries. Alors, Zhurong, le rover chinois, avait une mission de 3 mois. Ça fait maintenant plus d'1 an qu'il est sur Mars. Eh bien, dites-vous qu'il fonctionne toujours. Donc, mission plus que réussie pour les Chinois. Par contre, ils l'ont mis en mode hibernation il y a quelques temps, car là où il se situe, c'est l'hiver sur Mars. Et donc, ils comptent reprendre la main d'ici le mois de décembre, en espérant qu'ils y arrivent. Maintenant, on va vous présenter un autre rover, car nous aussi, on va le mettre en mode hibernation. Un rover tout aussi récent, car il est arrivé 2 mois avant Zhurong, en février 2021. Il s'appelle Perseverance, et vous voyez, il est quand même beaucoup plus massif. Lui, il est de nationalité américaine. Et il fait littéralement plus d'1 tonne. Rappelez-vous, 240 kg et lui, il fait 1025 kg. Par contre, on se rend compte qu'il a également 6 roues motrices, qui va lui permettre de se déplacer à une vitesse de 1 mètre par minute. Et oui, vu qu'il est plus massif, il va se déplacer plus lentement. Nous, on ne pourra pas le faire déplacer aujourd'hui car nous avons des problèmes avec les moteurs de ces roues. Donc, je vous prie de m'excuser déjà par avance car les garagistes de rover, ça ne court pas les rues. Mais il faut savoir que sur Mars aussi, on peut avoir des pannes. Et le rover peut rester immobilisé pendant plusieurs mois. Persévérance a une autonomie électrique grâce à des batteries qui sont situées dans son corps. Il va avoir quelques heures d'autonomie, mais comment il va faire pour les recharger? Car là, on se rend compte d'une chose, c'est qu'il ne possède aucun panneau solaire. Alors, il va falloir s'intéresser à l'arrière du véhicule, juste ici. Ça, c'est ce qu'on appelle un générateur électrique nucléaire. Où à l'intérieur, on a 5 kg de plutonium. Voilà à quoi ressemble 5 kg de plutonium dans Persévérance. Ça rentre dans une canette de soda bien compacte. Alors ça, c'est un élément radioactif qui produit de la chaleur en continu. Cette chaleur sera ensuite convertie en énergie électrique. Et il y a une double fonctionnalité avec ce plutonium, car une partie de la chaleur sera récupérée pour réchauffer le rover, tel un chauffage. Alors pourquoi on veut réchauffer ce rover? Puisque Mars, malgré sa couleur chaude, c'est une planète froide. Il fait en moyenne moins 63 degrés sur Mars. L'hiver, on atteint les moins 120 degrés. Et l'été, attention, grosse canicule, moins 10 degrés. Donc effectivement, planète plutôt froide. Et lui, il a une mission de 3 ans. Alors il va falloir conserver tous ces instruments scientifiques. Alors comment fait-on pour piloter ce rover? Ce sont des ingénieurs depuis la Terre qui vont envoyer des ordres à ce rover, mais qui est quand même à plusieurs dizaines de millions de kilomètres d'ici. Donc le temps de liaison va varier de 5 à 20 minutes aller et retour. À ce moment-là, il a 2 modes de déplacement Persévérance. Il a le mode pas à pas, ou comme j'ai fait avec Zhurong, on va lui dire d'avancer, de reculer, de pivoter, de tourner. Mais à ce moment-là, il peut parcourir maximum 40 mètres en une journée. Donc les ingénieurs vont favoriser un deuxième mode de déplacement, c'est le mode autonome, avec le logiciel Autonav, où ils vont dire à Persévérance d'aller d'un point A à un point B, et c'est lui, grâce à une vingtaine de caméras qui l'entourent, qui va choisir le chemin à emprunter. Et à ce moment-là, il peut parcourir quelques centaines de mètres en une journée. Quelles sont les missions de Persévérance? Alors il en a 4 au total. Sa première, c'est de photographier son environnement. Sa deuxième, c'est d'analyser la roche, mais à distance. Sa troisième, c'est de rechercher des traces de vie passée sur Mars. Et sa toute dernière mission, c'est de préparer le retour d'échantillons sur Terre. Alors comment il fait les photos sur Mars? Et bien grâce à sa supercam. Sa supercam, c'est sa tête, qui est juste ici. Et là, vous voyez les 4 caméras qui sont ici, la partie inférieure de la tête, vont permettre de réaliser des images panoramiques et en couleur. Pour pouvoir analyser la roche à distance, on va s'intéresser à la partie supérieure de cette supercam. Et attention, car cette partie a été conçue à 100% par les Français, et même à 90% par les Toulousains. Et oui, ce qui veut dire que maintenant on dit bien chocolatine sur Mars. Alors, comment fonctionne cette supercam?
à l'aide d'un laser. Et pour vous expliquer ce qu'est un laser, on va vous faire une démonstration avec Romain. Qu'est-ce qu'un laser? C'est de la lumière qui va être concentrée en un point. On ne voit qu'au niveau du sol. Est-ce que tout le monde le voit, ce laser se déplacer? On ne voit pas le faisceau, effectivement. Et pour se rendre compte de cette puissance directionnelle, quand on concentre de la lumière, je vais projeter le laser à l'arrière du décor. Est-ce que tout le monde le voit? Alors vous voyez, là on est à peu près à 10 mètres. Dites-vous que c'est à cette distance qu'effectuent les tirs laser de Persévérance pour analyser cette roche. Allez, maintenant, je vais envoyer le laser sur la fusée pour se rendre compte de sa puissance. Et regardez en haut, à gauche des drapeaux, les plus hauts. Est-ce que vous voyez le laser? Oui. Alors, dans de bonnes conditions, on peut le voir jusqu'à 3 km de distance. Et ça, c'est un laser de faible puissance. Par contre, lorsque de la lumière reste fixe sur de la matière, donc je ne vais pas projeter le laser sur Romain, mais plutôt sur le ballon de baudruche qui est là, et vous allez voir, ça va aller très vite. Car là, le laser se déplace, mais quand il reste fixe sur de la matière, il va exploser. On peut applaudir Romain quand même, tout en galerie. Alors cette énergie, c'est de la chaleur. Vous avez vu, en moins d'une seconde, la chaleur a fait fondre la membrane du ballon, ce qui a fait qu'il a explosé. Donc dites-vous bien que le laser de Persévérance, lui, il est 10 millions de fois plus puissant que le nôtre. Et lui, il va effectuer des impulsions de tir laser, comme ceci. Et ce que vous entendez en ce moment, c'est l'enregistrement des tirs laser de Persévérance faits par ce micro. Ça va chauffer la roche à 10 000 degrés. Dites-vous que c'est plus chaud que la surface du soleil, quand même. Ça va déstructurer la matière, qui va ensuite renvoyer une lumière. Cette lumière sera ensuite captée exactement au même endroit par un télescope qui pourra analyser la composition chimique de la roche. Et si une roche est suffisamment intéressante, à ce moment-là, Persévérance va faire un prélèvement à l'aide de son bras mécanique. Car son bras fonctionne comme le nôtre, car il a une épaule, un coude, un poignet, et sa main c'est une tourelle, avec 5 instruments scientifiques, au final comme les 5 doigts d'une main. Et juste ici, il y a une foreuse qui va sortir sur 15 cm pour réaliser un carottage dans la roche. Vous voyez que son bras est quand même assez conséquent, il fait 112 kg. Puis si vous avez une machine à laver à votre bras. Mais sur Mars, on est 3 fois plus léger que sur Terre, alors cette manipulation se fait en toute sécurité. Nous, on le joue en accéléré, mais en réalité, pour faire un prélèvement, il lui faut 30 minutes. Alors, pourquoi on fait ces prélèvements? Parce qu'on recherche des traces de vie passées sur Mars. Car on sait qu'il y a plus de 3,5 milliards d'années, il y a eu de l'eau à l'état liquide. Des rivières, des lacs, mais pas d'énormes océans, comme il y avait ici sur Terre. Par contre, ici sur Terre, au fond des océans, à cette même période, des traces de vie primitives commençaient à apparaître. Alors quand je parle de ces traces de vie, ce ne sont pas des fossiles de dinosaures, ce sont des colonies de bactéries, donc des traces de vie à l'échelle microscopique. C'est pour ça que Persévérance, il est dans le cratère G0. C'est un ancien lac asséché où on sait qu'il y a eu de l'eau sur 10 millions d'années. Alors est-ce que de la vie a pu apparaître? Et là, il est en ce moment dans un delta. Il est à l'embouchure d'une rivière où il fait des prélèvements dans des sédiments. Sauf que Persévérance n'a pas la technologie adéquate pour pouvoir retrouver cette vie. Alors les scientifiques ont prévu de les ramener sur Terre. Une fois qu'il a fait son forage, il va retourner son bras mécanique pour mettre l'échantillon dans son carrousel en ouvrant cette trappe. Et il va positionner la roche dans un container. Voilà à quoi ressemble un container de Persévérance à taille réelle. On met 15 grammes de roche à l'intérieur. Donc il doit réaliser au total 43 échantillons. Ça fait un peu plus d'un an qu'il est sur Mars et il a réalisé 12 échantillons pour le moment, qu'il va stocker ensuite sous le corps de Persévérance. Et la NASA a prévu d'aller les récupérer d'ici 2033. Alors comment ça va se passer? Imaginez-vous qu'il va déposer au sol un endroit très précis de la planète les échantillons. Ensuite, une autre mission robotisée sera envoyée. Donc ce sera un lander avec une base de lancement et Persévérance va déposer les échantillons devant cette base de lancement
Et ce landar aura un bras mécanique qui viendra récupérer ces échantillons et l'installer dans le lanceur. Si Persévérance n'y arrive pas, il va envoyer 2 hélicoptères extraterrestres pour pouvoir alors aller chercher ces échantillons pour le mettre sur la base de lancement. Bon, pour le moment, en tout cas, il n'a rien déposé, du moins pas d'échantillon sur Mars. Par contre, lorsqu'il est arrivé, il a déposé un compagnon de route. Et ce compagnon de route, c'est le tout premier hélicoptère extraterrestre. Le voici. Alors, à votre avis, est-ce que c'est lui l'hélicoptère extraterrestre? Non, je ne me sens pas convaincu. Non, effectivement, ça c'est un hélicoptère terrestre qu'on peut trouver au magasin au bout de la rue sans problème. Par contre, on va l'utiliser pour le comparer avec le vrai. On va faire un petit vote à main levée pour voir ce que vous pensez. Qui pense ou s'il est plus grand, de la même taille ou plus petit? Qui pense qu'il est plus grand, le vrai hélicoptère extraterrestre? Plus petit. Qui pense qu'il est de la même taille? Qui pense qu'il est plus petit? Qui ne pense pas? Vous pouvez aussi, je prends tous les votes. Ok, super. Eh bien écoutez, on va voir tout de suite en image la véritable taille du véritable hélicoptère extraterrestre. Il s'appelle Ingenuity. Et vous le voyez ici à taille réelle. Alors c'est sa maquette. Et on se rend compte qu'il est de quelle taille? Et non, il est de la même taille. Car quand on parle de même taille, on ne parle pas des pales, on ne parle pas des jambes. On ne parle que de la largeur du corps. Au final, la largeur du corps est aussi large qu'un hélicoptère terrestre. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est les pales qui vont être 2 fois plus grandes et 3 fois plus larges qu'un hélicoptère sur Terre. Il y a un autre élément aussi qui a changé, mais qu'on ne voit pas. C'est la vitesse de rotation des pales qui va être 4 fois supérieure à celle d'un hélicoptère sur Terre. Alors pourquoi il change ces 2 éléments? Ben, rappelez-vous, en tout début d'animation, je vous ai dit qu'il y a très peu d'air dans cette atmosphère. Et un hélicoptère, pour qu'il puisse s'envoler, il tourne ses pales très rapidement pour s'appuyer sur l'air qui l'entoure. Et vu qu'il y en a moins, ils vont donc changer ces 2 éléments pour essayer de capter le peu d'air qu'il y a dans cette atmosphère. Et dites-vous que son unique mission, c'était de s'envoler. Et bien aujourd'hui, mission plus que réussie, puisqu'il est déjà à son 30e vol. Et là, ce que vous entendez, c'est comme si vous étiez à 3 mètres d'Ingenuity sur Mars. Voilà ce que vous pouvez entendre. Alors ça, c'est un véritable défi technologique. Car aujourd'hui, maintenant, on est capable d'envoyer des hélicoptères qui pourraient être plus gros et se déplacer plus vite que les rovers qui sont au sol. Comme je vous l'ai dit, pour aller récupérer des échantillons, par contre. D'autres hélicoptères seront envoyés. Et donc, cet hélicoptère peut se déplacer plus vite que les rovers, car rappelez-vous, 3 mètres par minute, 1 mètre par minute, lui se déplace à 20 km/h et peut parcourir 700 mètres de distance en 3 minutes. Et en plus de cela, il peut monter jusqu'à 12 mètres d'altitude, alors éviter tous les obstacles qui se trouvent au sol. Comment il fait pour fonctionner? Grâce à une batterie située dans son corps qui va recharger avec ce panneau solaire. Il a également des caméras pour photographier l'environnement. Et aujourd'hui, il a une autre fonctionnalité car c'est devenu l'éclaireur de Persévérance. Car il peut maintenant prendre des photos et vérifier les différents chemins que Persévérance pourra emprunter. Allez, on va les laisser de côté pour revenir à Zhuron. On va le sortir de son mode hibernation. Vous voyez, sur le terrain martien, nos rovers sont côte à côte, mais en réalité, ils ne le sont pas. Zhuron, lui, il est à 1800 km de là, dans l'hémisphère nord de Mars, dans une région relativement plate, appelée Utopia Planitia. Il va rencontrer quand même certains obstacles, des petits rochers, comme vous pouvez le voir, représentés presque à l'identique, et également des bancs de sable. Alors à ce moment-là, ce rover a une particularité unique que seul lui possède. Car il a 6 roues directrices, et regardez ces roues, il est capable de les orienter en translation. Et c'est le seul rover qui est capable de faire ceci. Et il va pouvoir alors se déplacer en translation, tel un crâne. Et ce que vous entendez en ce moment, c'est l'enregistrement, des vrais enregistrements des roues de Zhuron, faites par un micro situé dans son corps. Et il faut savoir qu'il n'y a que les sons graves qui se propagent sur Mars. Donc ça c'est assez pratique pour pouvoir contourner ces bancs de sable et il va pouvoir également les orienter en diagonale, à droite
tombe à gauche. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la première mission des rovers, c'est de photographier leur environnement. On voit que Persévérance vient de tendre son bras pour prendre en photo quelque chose. À votre avis, qu'est-ce qu'il va prendre en photo? Petit indice, vous adorez faire ça pendant vos vacances ou dans des lieux insolites. Entendu, effectivement. Et oui, lui aussi, il a le droit de se prendre en selfie, et dans un lieu insolite en même temps, grâce à une caméra qui est juste ici. Il va tourner sa tourelle et il va pouvoir se prendre en photo. Et du coup, les ingénieurs, ils adorent ça car ils vont pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux. Et ils vont aussi pouvoir vérifier l'état général du rover. Zhurong, lui aussi, il a pu se prendre en selfie. On se rend compte d'une chose, c'est qu'il n'a pas de bras. Donc, comme on dit, pas de bras, pas de caméra. Bon, comment il a fait pour se prendre en selfie alors? Petit indice, il a déposé quelque chose au sol qui lui a permis de se prendre en selfie. Mais qu'est-ce qu'il a déposé à votre avis? Si ce n'est pas un appareil photo, c'est une caméra, effectivement. Et Zhurong, comme Persévérance, lorsqu'il a déposé un Ingenuity, lui, il a déposé une caméra. Sa caméra, vous voyez que c'est un peu plus gros qu'une GoPro, il va la lâcher pour qu'elle puisse tomber au sol. Et une fois qu'elle est située, il va reculer pour avoir une vue d'ensemble. On voit bien le drapeau chinois aussi. Il faut savoir que la Chine est maintenant la deuxième puissance mondiale à être capable d'envoyer des rovers sur une autre planète. Alors jusque-là, il n'y avait que les États-Unis qui en étaient capables. Et ensuite, il va se mettre en translation et se déplacer devant la caméra pour pouvoir s'enregistrer. Et c'est comme ça qu'il a pu se prendre en selfie. Alors, il n'est pas allé ensuite récupérer la caméra, elle est bien restée au sol. Lorsqu'il est arrivé sur Mars, Zhurong, il a pu photographier également un équipement qui lui a permis d'atterrir. Car un rover, pour qu'il puisse arriver en l'état, ils arrivent et ils sont posés dans des capsules, mais grâce à des parachutes. Et voici une évocation du parachute de Zhurong. En réalité, il est plus grand, son parachute. Il fait 20 mètres de diamètre, ça recouvrirait la totalité du terrain martien. C'est pour vous dire qu'un rover n'arrive jamais seul sur Mars. Il arrive systématiquement dans une capsule protégée par un bouclier thermique et des parachutes seront déployés pour que les rovers puissent arriver en état sur le sol martien. Donc là, je vous ai présenté les rovers les plus récents. Et il y a bien eu un début à tout cela. Il est temps maintenant pour moi de vous présenter le tout premier rover qui est arrivé sur Mars, le grand-père de tous. Il s'appelle Sojourner et le voici qui rentre en scène. Vous voyez bien que c'est bien le grand-père car il arrive en déambulateur. Et c'est lui le premier rover qui est arrivé en 1997. Il est à taille réelle. Il a une masse de 10 kg et vous voyez l'évolution en 25 ans. On passe de la taille d'une boîte à chaussures à la taille d'un véhicule. Et on se rend compte, par contre, qu'on garde quand même certaines caractéristiques de Sojourner, notamment au niveau de ses roues. Car lui aussi possède 6 roues motrices. Vous voyez, il y en a 6 et pas 4. Imaginez-vous qu'une roue ne fonctionne plus, il en aura quand même 5 autres pour pouvoir se déplacer en reculant, par exemple. Alors, s'il n'en avait que 4, avec nos voitures, s'il nous manque une roue, on ne peut plus rien faire. Il a une autonomie électrique grâce à une batterie située dans son corps qui va recharger avec ce panneau solaire. Voici l'antenne qui permettait de communiquer avec son lander, qui s'appelle Pathfinder et qui faisait le relais sur Terre. Là, vous avez l'ancêtre du bras de Persévérance, l'APXS, qui permettait déjà d'analyser le sol à distance. Il y a également des caméras à l'avant et à l'arrière, et il a pu se déplacer pendant 3 mois. Et durant cette période, il a parcouru 100 mètres. Alors, ça, mesdames et messieurs, c'était en 1997. Et peut-être que ça vous rappelle cette époque. Alors, si ce son vous rappelle quelque chose, ce n'est pas bon signe. Je plaisante, bien entendu. Alors, quel est ce son? Internet, mais plus précisément. Alors, les plus jeunes, vous ne pouvez pas le savoir. Non plus.
Le modem, exactement. C'était le bruit du modem, lorsque vous voulez télécharger quelque chose. Car, à ce moment-là, la NASA était en train de construire son site Internet, puisque c'était le début d'Internet, effectivement. Et lorsque la NASA est en train de construire Internet, ils avaient mis pour la première fois des images de sojourneurs sur Mars, grâce au lander Pathfinder. Et à ce moment-là, lorsqu'on voulait le télécharger, on entendait notre modem se mettre en route, et ça pouvait durer facilement 30 minutes. Donc là, vous avez 4 des 7 robots explorateurs qui sont actuellement sur Mars. Après Sojourner, il y a eu Spirit, Opportunity, Curiosity et ensuite Perseverance. Alors Curiosity, lui, il fonctionne encore aujourd'hui. C'est le grand frère de Perseverance. Lui, il est arrivé en 2012 et ça fait maintenant 10 ans qu'il est sur Mars. Bon, pour terminer cette animation, maintenant démêlons le vrai du faux. Les rovers que vous avez juste derrière moi sont des maquettes. Les vrais rovers, eux, sont sur Mars et vont rester sur Mars toute leur vie. Il n'est pas prévu qu'ils reviennent sur Terre. Beaucoup trop compliqué. Aucun astronaute non plus n'est parti sur Mars, ni Matt Damon et encore moins Thomas Pesquet. Pour l'instant, ce n'est que de la fiction, et peut-être d'ici quelques décennies. Par contre, il va falloir rester connecté. Car rappelez-vous, d'ici 2033, on aura les tout premiers retours d'échantillons sur Terre, et peut-être qu'à ce moment-là, on en saura un peu plus sur les traces de vie sur Mars. Pour le moment, on n'a toujours rien trouvé, alors comptez sur nous pour continuer à vous en parler sur le terrain martien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions à Romain ou moi-même. Si vous voulez vous prendre en selfie, pas de souci, mais je vous demanderai juste de ne pas dépasser cette ligne rouge, sinon la sortie se fera sur votre gauche. Et je vous souhaite une bonne continuation à la Cité de l'Espace. Merci.